You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 56e épisode de Dirty Feet. Alors c'est ce temps magique-là de l'année qu'on attend depuis un an au complet. Donc c'est Danse Buissonnière qui s'en vient avec une toute nouvelle batch d'artistes qui vont présenter leur création chorégraphique. Donc pour ceux qui connaissent pas le concept de Danse Buissonnière, c'est des chorégraphes qui sont choisis par un jury qui présente... en fait, il y a environ 35 personnes qui appliquent, ils en choisissent 6 dans tout ça, qui vont avoir l'occasion de présenter dans un showcase à Tangente, cette semaine, une pièce d'environ 10 minutes. Donc, avec nous, on a plusieurs des artistes. Ça va être assez chaotique comme épisode. Donc, avec nous, on a Julia Barrette-Laperrière, Alexandre Boucher, Claudia Chantac, Louis-Éléon Martin, Ariane Dubé-Lavigne. Donc, plutôt que de les présenter tous, je vais les inviter à se présenter eux-mêmes. Donc, d'abord, Ariane Dubé-Lavigne, bonjour. Bonjour. Alors, parle-nous de toi un petit peu, juste ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait. Je viens de Montréal. J'ai étudié à Québec. J'ai une formation d'interprète. Puis, je suis revenue à Montréal il y a 3 ans. Je suis interprète, chorégraphe, et voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, j'ai dit? Ça va venir. On se donne le temps. Et à côté d'elle, on a Alexandre Boucher. Bonjour Alexandre, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, toi? Alors, même question, parle-nous de toi. Alors, je vais faire ça rapidement. Je viens de terminer un bac en danse à l'UQAM. J'étais étudiante en théâtre avant de commencer ce bac-là. J'avais fait changement en théâtre-danse en me disant des comédiens en général... que je pense j'en avais marre un peu de toujours entendre les gens parler. J'avais envie de les voir bouger. Je me suis dit, bon, la danse pourrait être une belle opportunité. Puis je me retrouve au bout d'études en danse en me disant, arrêtez de bouger, faites juste comme crier, faites juste exploser. Donc là, je me dis, bon, mais je pense que là, j'étais à un point quand même... je me sens à un certain transit au niveau artistique où là, j'envisage peut-être plus de collaborer avec des gens qui ont une nécessité ou une urgence de créer et non pas seulement des gens qui ont étudié ou qui sortent des écoles de formation réputées. Je me trouve là en ce moment. Parfait, merci. Et à côté d'elle, il y a Julia Barrette-Laperrière. Donc, Julia, encore, même question. Donc oui, moi je viens de Montréal aussi. En fait, je suis arrivée à la danse très très tard. J'avais jamais dansé de ma vie. J'étais quelqu'un d'assez sportif. Puis juste avant de rentrer au cégep, j'ai dit bon, je m'en vais au cégep. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Puis je me suis dit tant qu'à aller au cégep, je vais me faire du fun. Je vais aller en danse. Et puis j'étais vraiment nulle en ballet 1, là, ça avait pas d'allure, c'était la plus poche de la classe, mais finalement j'ai vraiment attrapé la piqûre et puis j'ai continué en danse à l'UQAM et puis là je viens de graduer du bac à l'UQAM, puis je suis chorégraphe et interprète aussi, donc c'est ça. À côté de Julia, on a Claudia Chantac et Louis-Éléon Martin. Puisque vous collaborez ensemble, je vais vous demander de vous présenter l'un l'autre en fait. Rendre ça plus intéressant. Louis-Éléon, il est français. Puis c'est un danseur que j'ai eu la chance de rencontrer à un stage à l'ADMI. En fait, l'École de danse contemporaine de Montréal. C'est très important. Excusez-moi, mais à l'époque, c'était pas ça le nom. Et en fait, Louis, c'est vraiment une petite boule d'énergie adorable. Donc, il est venu, il m'a approché, puis je sais pas pourquoi, il m'a dit je pense que tu fais de la photo, de la vidéo, veux-tu faire mon prochain projet avec moi comme danseur? Puis là, j'ai dit go, j'embarque. Puis on a vraiment cliqué, c'est super. On a vraiment bien travaillé ensemble. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de collaborer avec Louis, c'est que je trouve qu'on est comme rendu la même personne un peu là. On a tout le temps les mêmes idées, puis on se dit j'ai une idée, mais dans le fond c'est la même que l'autre a eu au même moment, fait qu'il y a plus personne qui a l'idée en premier. Puis on n'est pas gêné de se dire ce qu'on pense réellement, puis il y a personne qui pleure pendant les répètes là. Tout va bien. Puis sinon ce qui nous unit en fait, c'est notre envie de se mettre tout nu, je pense. C'est ça. Puis d'avoir du fun en danse.
Et donc Claudia Chantak, mon Dieu, je vais avoir la larme à l'œil. Claudia Chantak a étudié à l'UQAM en danse contemporaine. Et bien, comme elle l'a dit, notre rencontre s'est faite à l'école de danse contemporaine de Montréal. Depuis, on a fait quelques projets ensemble, donc le projet vidéo que je lui ai proposé. Puis on a participé 3 fois à Short and Sweet. Puis à chaque fois, on a présenté des duos. Puis c'est vraiment on a envie de créer une petite signature qui nous appartient. C'est cette paire-là du petit français, puis de la québécoise, puis chinoise, asiatique. Puis non, c'est ça, on a vraiment du fun à travailler ensemble. C'est moi je trouve que j'ai toujours eu envie de faire de la chorégraphie, mais je crois que Claudia, j'ai toujours eu peur de le faire seule. Puis d'avoir trouvé Claudia, ça a permis de vraiment mettre en mouvement toutes les idées que j'avais en tête. Puis c'est ça, c'est comme, je trouve que c'est une belle collaboration qui va être présentée très bientôt. C'est ça. Ah, c'est beau. Donc, j'ai mentionné vite le processus, en fait, de danse buissonnière avec le jury et tout ça. Mais j'aimerais entendre votre perspective, en fait, quand vous avez appliqué, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui vous a donné le goût d'appliquer pour danse buissonnière, tous les détails crus, en fait, d'appliquer avec un projet comme ça pour quelque chose qui est rendu assez gros tout de même. Donc, qui veut parler en premier? C'est Claudia qui parle. Donc, en fait, quand on a eu envie de vraiment travailler ensemble, pas faire le projet de l'autre ou de participer, mais vraiment de créer ensemble, on s'est assis à une table, puis on s'est commandé un pichet de sangria, et on s'est mis à parler de nos envies, puis on a remarqué qu'en fait, on aimerait ça être à poil complètement, parce qu'on l'avait jamais fait, vu qu'on était juste dans un cadre scolaire, puis qu'il y a certaines règles qui fait qu'on peut pas être à poil pendant un show d'école. Donc, on a eu envie de se trouver une raison pour se mettre à poil. C'est pour ça qu'on a créé un show. Et quand on a sorti une liste d'idées que j'ai pris en note, une des premières choses qu'on a écrites, c'est, voilà, notre objectif, ce serait de le faire à danse buissonnière. Donc, on est parti de là. Pendant 1 an, on a juste jasé de comment on se mettrait à poil, puis comment on présenterait ça au jury. Donc, c'est vraiment notre objectif de leur plaire par notre nudité et nos idées. Puis il y a aussi que c'est Louis et Lian qui parlent. Mais il y a aussi l'idée que danse buissonnière, c'est un peu comme pour quelqu'un qui sort d'une formation, c'est quand même le petit tremplin entre faire une soirée tout seul ou faire une soirée à 2 comme à Tangente. C'est vraiment un peu le petit tremplin qui nous fait rentrer dans le monde professionnel au niveau de la chorégraphie. Puis souvent c'est ça qui va amener peut-être plus tard à avoir une petite vitrine, puis comme essayer d'élargir un peu notre où on va pouvoir présenter nos créations. C'est ça surtout. Je pense que Danse buissonnière, c'est la plateforme pour quand on sort de l'école, pas mal. Ouais. C'est Julia qui parle. Oui, juste pour continuer sur l'idée du tremplin, en fait, parce que on a des opportunités de créer à l'école, comme par exemple, moi j'ai fait une passerelle, Alexandre aussi, et puis ça peut être des shows vraiment intéressants, mais on dirait que tant que c'est dans le cadre scolaire, c'est jamais vraiment considéré, par exemple par les diffuseurs ou par les gens pour reprendre les pièces, même si c'est des pièces de qualité parfois, tu sais. Et puis donc danse buissonnière, c'est vraiment une façon d'entrer dans le monde professionnel, avec une pièce aussi quand même de courte durée, parce que se lancer des fois avec une soirée complète, ça pourrait être assez difficile, mais un 10 minutes, c'est comme... En plus, ils nous offrent une résidence avec les studios FLAC, donc ça permet vraiment de travailler en profondeur un 10 minutes. Parlons du travail en profondeur avec Alexandre Boucher. En fait, moi, il y a quelqu'un qui m'a proposé un jour, en fait, c'est ça. Avant de terminer mes études à l'UQAM, j'avais fait le cours chorégraphique préparatoire. Rappelle-moi, Julia, c'était quoi le nom de ce cours-là? Chorégraphie. Bon, fait que là, tu passes en audition à savoir si tu vas finir ton bac avec la mention spéciale chorégraphe. Et là, tu travailles fort. Il y a des gens qui sont toujours là à tes côtés pour te questionner, à savoir si ce que tu fais est pertinent, si ce que tu as mis en place, c'est réellement ça, et bon, blablabla. Puis, bon, rendu au bout de tout ça, moi, j'ai pas été sélectionnée, heureusement. Avec le recul, je me rends compte que c'était peut-être mieux comme ça.
parce que, bref, même grossièrement, je re-questionne un peu le fonctionnement de tout ça. Je pense que comme artiste, on devrait pas être formé nécessairement juste dans une branche enseignement, interprétation ou création. On va se retrouver à faire les trois de toute façon. Donc, c'est ça. Fait qu'après ça, j'étais un peu comme, wow, OK, qu'est-ce que je fais? Un ami me propose, hey, Danse buissonnière, tu connais, tu pourrais proposer ton projet. Quelle bonne idée. Fait que j'essaie, j'ai pas d'attente, ça fonctionne. Fait que on passe l'été, l'automne avec l'équipe à travailler, à peaufiner notre truc. Et là, ben là, il y a de ça 2 semaines, on est en répétition. Puis là, je décide que c'est pas ça qu'on fait. Je me rends compte que ça fait beaucoup trop longtemps que j'écoute ce qu'on me demande de faire, qui est de la chorégraphie en fait. Puis je me dis, écoute, je suis pas chorégraphe. Je suis vraiment pas juste une chorégraphe. Donc là, je me dis, ce tremplin-là que j'envisage depuis le début, puis qui finit par un peu m'ostraciser dans mon travail, puis me choquer, là, si on veut, j'ai comme décidé de juste être bien honnête avec comme ce qu'était le travail pour moi. Puis là, on était au point où là, on se mentait de plus en plus pour arriver comme à rentrer un certain produit dans un moule qu'on avait monté de toutes pièces. Fait que, on a tout fait éclater la structure. Là, on va présenter quelque chose sur lequel ça fait 2 semaines qu'on travaille. Fait que c'est quand même, en tout cas, c'est vraiment axé sur un processus plutôt que une présentation d'un certain résultat fini, verni, sablé. Donc, ouais, disons que c'est pour ça que j'ai dit que je suis dans un certain transit. Je vois Ariane qui bouge la tête avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, je soutiens Alexandre. Non, mais j'ai pas tout changé il y a 2 semaines, là, mais c'est un peu drastique. Je me reconnais dans cette idée-là du processus parce que en fait, le projet qui va être présenté à Danse buissonnière, l'intention première était pas du tout Danse buissonnière, ni même, je dirais, une diffusion. C'était vraiment un désir pour moi de faire de la recherche. Ouais. Vraiment juste de la recherche, sans la pression de diffuser, mais sans un espace pour me permettre de me poser des questions qu'on peut jamais se poser, en fait, justement. Tu sais, on est tellement appelé à tu vas le diffuser et tu fais quelque chose pour le présenter, puis c'est drôle, on se demande rarement mais pourquoi est-ce qu'on présente quelque chose, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec cette présentation là, puis tout ça. Fait que moi c'est ça, je suis partie de très loin, de très creux. Puis mais c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai senti le désir de partager ce travail là je l'ai vu naître, en fait, parce qu'il était inexistant. Puis c'était de la recherche bien austère en studio. Puis petit à petit, il y a comme des fils qui se sont attachés. Il y a des choses que j'ai commencé à comprendre. Pourquoi est-ce que telle affaire m'intéresse? Pourquoi ça m'intéresse? Puis petit à petit, c'est devenu quelque chose. Puis petit à petit, j'avais envie que... j'avais l'impression que pour que ça s'épanouisse pleinement, il fallait que ça sorte... du studio. Puis ça s'enlignait pour être une forme assez courte. Puis fait que je me suis dit Danse buissonnière aussi, tu sais, Monument National, c'est une petite salle, ça reste encore au niveau, tu sais, on est, je pense, tous des jeunes artistes là, tu sais, j'ai fait un peu d'autres choses aussi, mais ça reste le début d'une démarche, tu sais, fait que c'est une soirée un peu qui permet en fait une certaine maladresse. Je pense que les gens s'attendent à voir justement une recherche, une démarche, mais pas nécessairement quelque chose de super peaufiné. En tout cas, moi, quand je vais voir Danse buissonnière, c'est un peu ça à quoi je m'attends. Fait que c'est pour ça que finalement, ça s'est amené là. Puis je trouve que le fil conducteur, c'est pas mal de pas avoir cette pression-là, d'avoir quelque chose de fini ou de pas nécessairement avoir la pression de dire je présente à Tangente, donc je dois absolument avoir une pièce qui va impressionner, tu sais, toute cette pression-là. Mais j'aimerais savoir comment vous dealez un peu avec ça. C'est-tu de vraiment être dans le moment pour les répètes, pour la création, ou si vous avez vraiment ce cauchemar-là que ça arrive et voir d'autres mondes, ça va être que ce soit des critiques ou des gens qui s'attendent à voir, OK, c'est qui on va suivre pendant les prochaines 10 ans
Ou c'est pour la pression, comment gérer ça, cette pression-là? Ben, je pourrais me permettre de dire les deux. C'est Alexandre qui parle. Assurément, c'est les deux. Puis c'est la lutte réelle de l'artiste, elle est là d'être toujours un pied dans qu'est-ce que les autres vont en penser, puis un pied dans qu'est-ce que j'en pense moi réellement. Fait que en bout de ligne, j'espère me suivre moi-même, puis ça serait bien en masse là. Fait que commencer par me suivre moi-même, puis je me dis que si j'y arrive, nécessairement, il y en a d'autres qui vont y voir une cohérence puis une pertinence aux propos que je tente de livrer, tu sais. Mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, là. Je peux demander aux moi, je voudrais collègues juste, c'est drôle parce que c'est ça, on bénéficie tous d'une résidence de 20 heures au Studio Flac. Puis moi, en fait, souvent mes répétitions, il y a une autre artiste qui présente à Danse Buissonnière, Claire, qui pouvait pas être là ce matin. Mais donc souvent on se croisait. Puis on avait la chance d'avoir des petites discussions, entre autres, sur ça. Puis sur qu'est-ce qu'un travail fini, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est prêt, puis en fait, je pense que ça va être rendu là où je suis rendue dans ma recherche, le plus honnêtement, le plus sincèrement possible. Ensuite, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ben, tu sais, ça c'est pas de notre ressort, c'est pas de, tu sais, on contrôle pas ça. Sauf que puis je rejoins Alexandre, si moi je me sens à la place où je suis rendue, que je suis honnête avec ça, ben c'est réussi en fait. Le reste, on le contrôle pas, puis je souhaite pas le contrôler en fait. Je travaille pas pour ça en fait. C'est Julia qui parle. Je pense que c'est vraiment difficile en fait de faire abstention de tout ça. Je pense que veut pas, on a beau se dire c'est une recherche, c'est une recherche artistique et tout ça. Veux pas, oui, c'est la première fois. Personnellement, oui, c'est la première fois qu'on présente à Tangente. Puis je pense que c'est se mentir un peu de dire non, c'est pas grave, ça dérange pas. Tu sais, c'est vrai que quand même, tu sais, c'est vrai que quand même, c'est une grosse occasion de se faire voir. Puis c'est sûr que on essaye de rester le plus authentique possible à notre démarche, mais c'est pas vrai que c'est pas pris en ligne de compte. Moi, j'y crois pas en fait que ça soit pas pris en ligne de compte du tout. Puis en fait, même moi, quand j'ai présenté ma pièce aux auditions de Danse Buissonnière, j'ai présenté un 10 minutes. Donc, en théorie, la pièce, elle était finie. Et elle a été prise telle qu'elle. Et là, je me suis retrouvée avec 20 heures de résidence au Studio Flac. Et puis, je me sentais mal parce que je me disais, oui, mais elle finit ma pièce, en théorie. Mais là, je me disais, non, c'est pas vrai. Un artiste est toujours en perpétuelle reconstruction. Tu sais, c'est toujours en perpétuelle recherche. Fait que là, on dirait que je me sentais mal d'avoir une pièce finie, tu sais. Alors que c'est un peu absurde. En fait, ça devrait m'enlever de la pression, mais on dirait que ça m'en mettait plus. Mm-hmm. Et donc, comme récemment, il y a 2-3 semaines, je me suis rendu compte, mais là, ça se peut pas. Il faut que je travaille quelque chose. Tu sais, c'est pas au point. Puis là, heureusement, j'ai la dramaturge Katia Montaignac qui est venue en répète, puis elle m'a aidée. Elle a mis le doigt sur quelques bobos. En fait, mes interprètes étaient devenus tellement confortables à l'intérieur de la pièce parce qu'on l'avait trop pareil que c'était devenu c'était plus vrai en fait au niveau de la performance. Donc on a dû retravailler ça. Puis là, ça m'a fait du bien justement d'avoir quelque chose un peu à travailler avant. Mais donc ça, dans mon processus, c'est vraiment quelque chose que j'ai questionné aussi, le fait d'avoir une pièce finie. Est-ce qu'une pièce est vraiment jamais finie? Donc c'est une question que je me pose. Voilà. C'est Claudia qui parle, mais moi je pense que c'est à cause un peu du format de notre création, où est-ce qu'on s'en va, que dans le fond, moi j'étais plus stressée de faire les auditions pour avoir la chance de présenter notre travail. Là, c'est comme notre récompense en fait, vu que notre objectif c'était de se mettre à poil puis que le monde nous voit. Ben c'est ça qu'on donne. Puis ça a l'air simple comme ça, mais moi c'est comme ça que je le vois. Puis on s'en parle, puis on dirait, tu sais, oui, il y a un stress naturel, mais on dirait qu'on la sent pas, la pression. On a plus vraiment hâte de le faire. Puis mais je pense que c'est à cause que c'est un peu ça aussi le sujet de notre pièce, que c'est 2 danseurs qui veulent faire du nu, fait qu'ils sont là, puis ils sont à poil, puis prenez-les. C'est ça. En fait, il nous manquait juste la plateforme pour le faire. Puis c'est là que Danse Buissonnière nous a donné l'occasion de le faire. Donc bon, ben tu sais, on l'apprend. Puis c'est sûr qu'il y a un côté créatif où tu sais. On n'est pas juste là à se mettre à poil, rassurez-vous. Là. Il y a quelque chose d'un peu plus profond. Là, j'espère que vous verrez quelque chose d'un peu plus profond. En tout cas, mais c'est ça, c'est
nous, le désir était parti d'être sur scène, de trouver un moyen d'être sur une scène professionnelle où on pouvait se mettre nu. Puis, donc, Danse Buissonnière nous a donné cette chance-là. Le côté créatif, il est toujours là. C'est sûr la pièce, on aimerait qu'elle évolue qu'elle évolue plus loin, plus tard, si on a la chance de la représenter. Puis, donc, on s'est retrouvé avec le même problème que toi. On s'est retrouvé en studio, puis pareil, on avait présenté notre pièce pour les auditions, puis on avait notre 10 minutes, puis on était comme, ben voilà, c'est notre produit. Puis on est rentré en studio, on était comme, ben qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis pareil, petit à petit, on a discuté, puis on a épuré, on a pris d'autres directions. Donc non, la pièce est pas finie, mais en même temps, le produit qu'on présente à Danse Buissonnière, c'est un produit. On considère que pour Danse Buissonnière, c'est un produit fini. Pour nous, c'est un produit fini. C'est sûr que même pendant les représentations, il va évoluer. Puis après, j'espère que ça va évoluer aussi. Mais je pense qu'on voulait vraiment être comme. On voulait avoir notre produit final pour Danse Buissonnière. Puis, mais je pense qu'on y est arrivé. On verra. On voit tout de même à travers vous des approches très différentes à ce que ça représente pour vous au niveau de stress et tout ça. Mais c'est particulier dans Danse Buissonnière puisque c'est pas sélectionné par des diffuseurs en tant que tels, par des curateurs, peu importe. C'est vraiment un jury de vos pairs qui vous ont sélectionné pour ça. Et cette relation-là, en fait, avec le jury, elle est comment? Est-ce que vous sentez un peu de pression venant de ce niveau-là? Est-ce que vous avez discuté avec eux de les mettre? Est-ce qu'ils ont amené un aspect de direction artistique à ce que vous créez? En fait, c'est Julia qui parle. On n'a pas... le jury sélectionne lors de l'audition, mais ils reviennent pas voir en répétition. Donc, après le retour de l'audition, quand on sait qu'on est accepté, on a une lettre. Dans la lettre, ils nous disent un peu... ils nous donnent des conseils sur des choses qu'on a à travailler, en fait, dans la pièce. Mais c'est des choses dont on a déjà discuté avec eux souvent après la présentation à l'audition. Puis vraiment, j'ai senti aucune pression de la part du jury. Je pense que c'était en toute bonne franquette, comme on dit. Et puis c'était vraiment j'ai beaucoup aimé ça parce que je trouvais que c'est comme dans une perspective d'égal à égal. Après l'audition, c'était pas comme nous sommes le jury et nous vous jugeons. C'était vraiment comme nous sommes tous des artistes et on discute ensemble. Puis c'est ça que j'ai trouvé vraiment agréable, en fait. Puis je pense que il y avait 4 juges, mais je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ils ont pas comme choisi 6 pièces selon une esthétique, selon une vision chorégraphique. Ils ont vraiment réussi à réunir 6 pièces, j'ai l'impression, je les ai pas vues encore, mais complètement différentes, ce qui fait que ça va faire, selon moi, une soirée vraiment éclatée puis vraiment intéressante. Dans le fond, tu sais, d'avoir participé à des événements où il y a plusieurs pièces, il y en a une après toi ou avant ou peu importe, tu trouves-tu que les gens, ils vont peut-être être dans un esprit, mettons s'il y a vraiment une pièce assez mouvementée ou super émotionnelle, puis toi tu fais quelque chose de plutôt drôle, trouves-tu que l'influence de la pièce avant ou après toi va changer l'interprétation de ce que vous présentez? Ça change la réception du public, en tout cas, ça c'est certain. Puis c'est toujours comme ça dans les soirées comme ça, plusieurs pièces, des courtes pièces. Puis le choix du jury, je sais pas, mais je pense que c'était vraiment par rapport à l'aboutissement du travail, par rapport à l'intention de recherche, puis tout ça. Puis ça donne vraiment une diversité. Puis il y a une diversité de courants à Montréal. Ce qui est génial, je pense, puis il faut que Danse Buissonnière représente ça. En termes ensuite de spectacle, puis comment ça sert chacune des pièces, ben c'est sûr que ça crée différents univers qui ont pas toujours tout à fait le temps de s'installer et tout ça, mais c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut voir ça comme une possibilité de voir différentes recherches, tu sais, différentes approches puis tout ça, puis pas chercher là justement un produit, un univers complet, tout scellé, tu sais. C'est ça, c'est pas un show, c'est pas une personne qui fait un show d'1 heure, c'est 6 personnes qui font 5 shows différents, c'est ça? 6 personnes qui font 5 shows. Oui, 8 personnes font 6 shows. C'est ça, c'est comme 6 shows différents, donc je pense que les gens ils connaissent Danse Buissonnière, puis ils savent que c'est comme ça, c'est comme on peut passer d'un show qui est hyper drôle ou hyper dramatique à quelque chose d'hyper éclaté, hyper improvisé, je sais pas, tu sais, c'est comme, puis c'est sûr les gens vont avoir des up and down dans
dans leur réception. Après, en tant qu'interprète puis créateur, je pense pas que ça va vraiment influencer notre façon de faire notre show. C'est comme, on le prend vraiment comme c'est chacun notre show de 10 minutes, puis on reste vrai sur ce qu'on veut présenter, puis on le présente, puis après, la réception du public, nous, on n'a aucun contrôle là-dessus, donc c'est... Oui. On comprend un peu la pièce ou l'inspiration pour votre pièce, Louis et Claudia, mais pour les autres trois, est-ce que tu peux expliquer un peu tes pièces? Qui veut commencer? Julia, peut-être? Oui, OK. Dans le fond, moi, ma pièce, elle s'appelle 4 morts. Donc, c'est assez clair. C'est 4 représentations de la mort, vraiment. Et puis, dans le fond, dans le cadre de mes études universitaires, j'ai eu la chance d'aller faire un échange au Mexique. Et puis là-bas, c'est un peu une longue histoire, là, mais je vais la raconter quand même. J'étais en voiture là-bas avec ma professeure, Mayra. Et puis on était dans un petit village et on passe à côté d'une maison. Et puis elle me dit, c'est là que ma grand-mère habitait avant. Puis là, je fais, comme ta grand-mère, à quel âge? Puis elle me dit, elle est morte hier. Et moi, de me sentir super mal et de dire, mon Dieu, je suis tellement désolée, tu sais. Puis là, elle me dit, non, pas de problème, là, c'est naturel. Son temps était venu. Demain, c'est le jour des morts. On va boire une tequila à sa santé, tu sais. Puis elle veut juste nous accompagner d'une autre façon. Puis elle m'a dit ça d'une façon tellement naturelle. Puis comme de fait, le lendemain, c'était le 1er novembre, la fête des morts. Et puis j'ai remarqué que là-bas, il y a vraiment comme une relation différente avec la mort. C'est comme on fête les morts carrément, on boit à leur santé. Les enfants jouent avec des marionnettes de mort. Puis c'est super joyeux, puis c'est super beau. Puis je suis revenue ici. Puis je me suis rendu compte qu'ici, en comparaison, il y avait tellement un tabou, un climat d'emmurement qui entourait la mort. Faut pas en parler, faut comme quasiment se cacher pour pleurer. C'est super tabou. Les gens ont peur de la mort. Puis peut-être que c'est plus facile à dire parce que je suis jeune, mais on dirait que je trouve ça super absurde d'avoir peur de la mort, en fait, parce que tout le monde meurt. Tu sais, ça va tous nous arriver, fait que pourquoi est-ce qu'on vivrait dans la peur de la mort? Donc j'ai décidé de faire une pièce là-dessus où est-ce que vraiment je montre la mort. Elle existe, elle est là, je la montre. Voilà. Je suis vraiment intéressée de savoir si la pièce t'a aidé aussi à envisager la mort de tes proches ou si t'as perdu quelqu'un à toi, que ce soit un chat, un chien, peu importe, si ça t'a aidé aussi là-dedans. Je dirais que la façon dont j'aborde la mort dans la pièce peut être un peu... je veux pas dire loin de la réalité, mais dans le sens que c'est pas... en tout cas, vous allez voir, là, mais j'aborde vraiment différents types de morts, dont certains qui me touchent pas du tout de proches, qui me sont pas arrivés de proches. Mais par contre, une des morts, pour moi, oui, est quand même assez reliée à comment, par exemple, mon grand-père est mort. Mais c'est déjà quelque chose que j'avais accepté, justement. Après ça, peut-être que la pièce le porte un peu plus loin. Peut-être qu'elle fera accepter à d'autres gens, d'autres morts d'amis proches, mais... En même temps, j'ai pas une portée... tu sais, les gens feront qu'est-ce qu'ils veulent, mais j'avais juste un petit mot là-dessus parce que on a regardé en classe un extrait... la pièce est inspirée en partie de la démarche de Jérôme Bell, en fait, dont on a regardé un extrait où il mettait la chanson c'est Killing Me Softly, et puis il prenait toutes les 3 minutes de la chanson pour simplement s'asseoir, puis s'étendre sur scène. Et il expliquait que quand le public voit ça, s'il y a quelqu'un dans le public, par exemple, qui pleure ou qui réagit, c'est pas parce qu'il voit Jérôme Bell mourir sur scène, c'est parce que ça le renvoie à ses propres référents puis qu'il pense à sa grand-mère qui est morte ou quelque chose comme ça. Puis il explique que quand il y a peu d'actions qui se passent sur scène, donc en 3 minutes, il fait juste s'asseoir puis se coucher, ça force le spectateur un peu à devenir plus actif. Puis dans ma pièce, j'essaie de jouer justement sur les moments d'attente comme ça pour contraindre le spectateur à devenir plus actif et non de recevoir la pièce passivement. Puis la prochaine, Alexandre, est-ce que tu peux expliquer Simon Says un peu, s'il vous plaît? Oui, en fait, Simon Says, c'est parti une recherche vraiment du début de mon bac sur la thématique de la production exigée, puis l'espèce de demande toujours grandissante d'efficacité, de productivité, justement. Fait que c'était vraiment au niveau du corps, les interprètes, je leur donnais des commandes vraiment très précises, puis je leur demandais vraiment de simplement répondre à ces commandes-là sans y ajouter
une interprétation quelconque. Donc, dans ces commandes-là, qu'on venait souvent qu'à répéter comme assez rapidement, assez longtemps, ce qui m'intéressait finalement, c'est que ce dispositif-là laisse avoir les états qui allaient émerger éventuellement suite à un réel épuisement, si on veut, après un long moment où là, il y a vraiment juste... Je réponds à des commandes, puis bon, à un moment donné, l'état surgit et là, on a accès réellement comme à quelque chose qui était véritable. En fait, ma quête était vraiment d'arriver, puis là, je le sais maintenant avec le recul, là, au moment où je suis dans ma recherche, mais je pense que ma quête était vraiment d'arriver à voir l'interprète qui est pas en situation d'interprète, mais vraiment en situation, je suis un individu qui nécessairement soit très performé parce que je suis en représentation et je n'y arrive plus. Parce que là, les paramètres que tu établis, il n'y a pas de possibilité de surmonter ça et d'y arriver. Donc, c'est comme une espèce de cul-de-sac. Fait que, bon, je pense que c'est ça qu'à un moment donné, nécessairement, les interprètes s'habituent. On est formé pour ça, arriver à conserver la magie du spectacle et toujours réussir par une formation comme très serrée à cacher l'effort, à cacher le fait que on est dans une position inconfortable ou émotivement peut-être un peu échaudé. Fait que là, je me retrouve devant 4 interprètes très généreux et très investis, mais très polis aussi. Et très discrets sur ce qu'ils pensent réellement, ce qu'ils vivent réellement. Donc, je me dis... Moi qui ajustais les paramètres chaque fois pour les garder dans un certain inconfort, eux s'adaptant très rapidement parce que bon, ils sont formés pour ça, s'adapter rapidement. Mais je me dis le paramètre ultime, ben c'est de tout mettre à la poubelle, puis de donner 3 règles. Et là, voilà, ça fait 2 semaines qu'on travaille là-dessus. Ils ont déjà commencé à s'adapter. On s'est vu hier, ils s'adaptent déjà, ça va tellement vite. Puis je me rends compte que, tu sais, on parlait du produit fini tantôt, puis c'est pas une volonté de pas rendre un produit fini, mais plutôt de faire en sorte que chaque collaborateur du projet est tellement recherché, a tellement vraiment fait acte de recherche sur la thématique qu'on discutait que après ça, peu importe la boîte qu'on installe, peu importe le dispositif, il y a quelque chose qui pourrait être en possibilité d'émerger. Donc, tu sais, c'est moins souhaitable pour moi de pratiquer, de répéter, puis d'y aller en termes d'accumulation, d'addition avec des interprètes qui finalement répondent seulement à des commandes au lieu de vraiment investis-toi dans ce thème-là. Je m'investis moi aussi, puis selon les dispositifs, selon les cadres, ben les choses qui émergent, ben ils émergent réellement, tu sais. On les fait pas émerger par une virtuosité, une théâtralité ou une envie de voir quelque chose de vulnérable émerger, tu sais. C'est vraiment de lâcher prise sur l'affaire puis de justement pas commencer à traiter d'un thème en faisant exactement ce que ce thème-là essaie de dénoncer, là. Grosso modo. Bon, et finalement, Ariane, est-ce que tu peux expliquer ton projet pour Danse Poissonnier? Oui, je vais d'abord dire en fait, la meilleure synthèse de cette recherche-là, c'est évidemment, je pense, le 10 minutes sur scène. Fait que tout ce qu'on dit, je me reconnais. Je suis sûre qu'Alexandre aurait pu en parler encore pendant des heures et je pourrais parler pendant des heures de plein d'affaires. Mais fait que je peux juste dire des petits trucs là, mais je sais pas à quel point ça donne une idée de ce qui est sur scène. Puis des fois, quand on me demande de parler de mon travail, je trouve ça difficile de savoir par quel bout je commence, dans le sens par le début de la recherche. Si c'est ça, je dirais que le début de ma recherche, ça a été de travailler avec le langage, avec les mots, que ce soit dans des textes, que ce soit dans des enregistrements audio, des gens que j'ai enregistrés. Mais en même temps, de dire ça, il y a eu 1 an et demi de cheminement où j'ai compris des affaires. Pourquoi est-ce que cette recherche-là, au départ, m'intéressait? Puis ce que je comprends maintenant, puis ça va peut-être être différent la semaine prochaine, mais c'est que
c'est un peu à propos du corps qui est en lutte, qui est toujours en lutte pour à l'intérieur d'un système. Puis c'est pas une lutte qui est coup de poing d'en face, c'est vraiment une lutte, un acharnement tranquille, là. Puis le système, ben, quand t'es sur scène, ben c'est toujours un lien avec l'espace, avec le temps. Donc ça pourrait être peut-être la description la plus courte que je pourrais faire. Puis, dans le fond, pour tout ce qui est... Parce que Louis a mentionné qu'il y avait quand même un processus créatif autre que se mettre nu sur scène. Que j'aimerais quand même ça en entendre parler parce que je trouve côté... Vraiment, le concept de 5 à 7 et tout ça, on le comprend super bien, mais tout ce qui est plus recherche, création... Mais en fait, la base est venue de qu'on voulait se mettre tout nu sur scène. Oui, ça, on a ça, très tout le monde bien l'a compris. Ensuite... Donc, à partir de là, donc les 5 à 7 l'idée du 5 à 7 est arrivée parce que la première fois qu'on en a parlé, on était dans un 5 à 7. Puis c'était quoi notre envie artistique, notre prochain pas. Puis de là, donc la nudité. Puis finalement, on s'est retrouvé à parler de la nudité dans la danse contemporaine, ben, dans le milieu artistique plutôt, pendant 3 heures, 4 heures. Puis on a vraiment parlé que de ça, puis ça nous intriguait vraiment tous les deux. Puis de là, on s'est dit, OK, on pourrait se revoir, puis tu sais, on en rejasera. Puis de là est venu comme un autre 5 à 7, et on a reparlé de nudité encore là pendant des heures. Puis donc, on s'est dit, mon Dieu, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Puis on s'est échangé toutes nos idées de c'était quoi notre vision de la nudité, puis toutes les questions qui se posent dans la communauté, tu sais, il y a beaucoup de nus en ce moment dans la danse depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est même plus un tabou, c'est même devenu comme on se met tout nu puis on sait que ça va attirer l'attention, puis donc en fait c'est vraiment parti de ça, puis on s'est demandé vraiment comment on pouvait aller plus loin. Donc est-ce que 2 petits nouveaux chorégraphes qui arrivent dans le milieu qui disent OK, nous on va faire du nu puis on n'en a jamais fait. Est-ce qu'on va arriver à apporter quelque chose de nouveau là-dedans? J'en sais rien, mais en tout cas on s'est dit nous on n'en a jamais fait, puis on s'est dit OK, on va prendre notre chance puis on va le faire, puis on va voir ce qui en sort, ce que les gens vont en penser, parce que je veux dire parler de la nudité sans en avoir fait sur scène, comme sans avoir été nu sur scène, je trouve ça un peu dur du coup d'avoir un avis vraiment pointu, parce que on sait pas ce que c'est d'avoir été nu sur scène, on sait pas comment les gens vont réagir, on sait pas comment. Moi, je sais comment je réagirais si je vais voir un show tout nu avec des gens qui sont nus. On sait très bien qu'on va tous regarder un pénis, le pénis, on va regarder les seins de la fille, on va, tu sais. Il y a des connotations, puis il y a des réactions qui sont naturelles, mais c'est quoi qu'il y a après? C'est quoi qu'il y a après tout ça? Ouais, c'est ça. En fait, on est parti de tous ces questionnements-là pour se dire comment est-ce qu'on peut représenter nos idées ou nos appréhensions par rapport à la nudité en montrant un peu qui on est à travers nos choix artistiques, puis comment on peut épurer ça pour que ça soit une seule proposition artistique qui non seulement fonctionne conceptuellement, mais aussi fonctionne avec notre objectif, que ce show-là, ça fait aussi partie de notre processus en tant qu'identité artistique. Tu sais, on se met dans la position qu'on est justement là, à ce point de départ, que OK, là, on va se mettre à poil pour la première fois. Pour le moment, il y a juste le jury, puis nos 2 personnes qui sont venues en répétition, qui nous ont vus tout nus. Artistiquement, là, parlant. Mais tu sais, dans le sens que on l'a vraiment pas vécu encore ce moment-là, et ça fait partie de notre pièce que justement on l'a pas fait encore. Donc on joue vraiment avec notre histoire et où on est rendu comme artiste. C'est ça. Mais ce partage-là, après la première de présentation, trouvez-vous qu'il va avoir quand même
une différence de OK, c'est la première fois qu'on est devant un public dans un contexte de performance. Ensuite, de le refaire et voir si ça va être fait de la même façon. Donc, un peu puis je sais qu'on utilise souvent l'improvisation dans nos processus de création ou que ce soit de façon générale ou vraiment des activités qu'on crée. Mais quand on fait une performance pour la première fois qui se fie un peu des réactions, le premier 10 secondes de quelqu'un qui, OK, le disco, tu sais, j'ai vu ton pénis, j'ai vu tes seins. Après ça, le 10 secondes, après ça, on est où après? C'est ça. Mais avez-vous peur que la réaction sera pas pareille à tous les fois ou votre interprétation, vu que c'est plus la première fois, justement, que vous allez être à poil, je sais pas. Mais je pense que ça va toujours rester la première fois avec tel public parce que cette personne-là ne m'aura jamais vu à poil. Donc, à chaque soir, ça va être un peu comme la première fois. Puis, on a quand même une pièce assez construite. Il n'y a pas beaucoup de place à l'improvisation autre que notre adaptation à l'interprétation qu'on va en faire de notre pièce. Mais c'est vraiment en fait, on s'en fout un peu aussi ce que le public va penser. Ouais, c'est un peu pour notre plaisir à nous de se mettre à poil. Puis s'ils aiment pas ça, on s'en fout parce qu'on est à poil. Mais je sais pas, mais c'est un peu comme ça que je le vois aussi. Là, c'est vraiment, on se gâte avec ce show-là. Puis à partir de là, des 4 représentations qu'on va avoir faites, c'est sûr que là, notre questionnement va être ailleurs. Mais je pense que ces 4 shows-là sont en tant que telles une étape en elles-mêmes. Puis sincèrement, se mettre tout nu, même à côté de Claudia depuis le début, je trouve ça difficile. À chaque fois, je veux dire, c'est la question de est-ce que ça va être différent chaque soir? C'est sûr que ça va être différent chaque soir parce que obligatoirement, on connaît des gens qui vont être dans la salle. Oh, il y a cette personne qui vient ce soir. Tu reconnais les gens dans la salle, puis c'est sûr que nous, au fond de nous, il va y avoir comme... Je pense que c'est ça, comme tu dis, dans l'interprétation, on est très... On va s'adapter. La pièce est construite, donc il n'y a pas beaucoup de place pour l'impro, mais comme la fébrilité d'être nu sur scène, elle sera là tous les soirs, parce que je le vois rien qu'en répétant avec Claudia. À chaque fois, moi, ça me fait quelque chose... Tu sais, tu te mets tout nu à côté de quelqu'un puis qui est pas intime avec toi, c'est pas ta blonde, c'est pas ton chum, c'est pas... Ça fait toujours quelque chose, puis je pense que ça va rester les 4 shows, puis si jamais je dois me remettre tout nu sur scène dans 20 ans, je suis sûr que ça fera exactement la même chose. Ça reste que la nudité, oui, c'est mieux accepté, mais ça reste un tabou, ça reste un corps nu d'un étranger qu'on connaît pas. Puis nous, c'est vraiment nous exhiber. C'est facile. Moi, je suis quelqu'un de très exhibitionniste, mon Dieu, on dirait. Mais j'ai pas de, je veux dire, ça me dérange pas de me mettre nu et je le dis tout le temps. Mais de le faire, c'est autre chose. D'être vrai, tu sais, de te mettre nu, tu sais, montrer ses fesses, c'est rien. Enlever le haut, c'est rien. Mais le reste, la partie, c'est fou, mais ça reste quelque chose d'hyper hyper troublant à faire. Puis de le faire en tant que personne de tous les jours, c'est une chose, et de le faire en tant qu'artiste sur scène, de le faire devant une centaine de personnes, on sait pas ce que ça fait. Puis moi, j'ai tellement hâte à jeudi. Parlons d'autres choses. Ce qui est à quel point que tout ce qui est promotion ou flyer ou poster ou vraiment de contacter les médias, est-ce que vous sentez que vous avez une certaine responsabilité ou c'est vraiment Tangente qui vous prend par la main, qui vous aide à vraiment faire toutes ces démarches-là? Je suis curieuse de voir à quel point il y a plus des tâches administratives autour du projet parce qu'on est non seulement des interprètes, des chorégraphes, mais aussi des femmes, des hommes de bureau. Donc, j'aimerais savoir à quel point c'est aussi beaucoup de travail côté promotion. Oui, voilà. C'est beaucoup de travail, mais on était vraiment pris en charge, là. Ouais. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est sûr que l'équipe de Tangente est vraiment là pour nous guider, nous supporter, créer des contacts. Fait qu'assurément, nous, on se retrouve à peut-être être un petit peu
dans le luxe de questionner réellement qu'est-ce qu'on va présenter, dans quel cadre, pourquoi je le fais, comment je le fais, avec qui, comment. Tu sais, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec cette expérience-là, c'est que elle te permet vraiment de peut-être moins t'éparpiller ailleurs puis de te concentrer réellement sur ce que tu es en train de proposer. Ouais, ça vraiment de se concentrer sur la pièce. Exact. Ouais. Puis tu sais, vraiment dans une optique où il y aura pas de prétention à dire que là c'est vraiment là je suis rendue au bout de ma carrière, je te présente le diamant brut de mes recherches, puis je me dis il arrive jamais ce point-là. Je veux dire quand même que je fais la place des arts un jour, ce que je pense pas faire. Pas parce que ça me tente pas, mais plus parce que bon bref, je re-questionne de plus en plus les institutions, donc c'est peut-être moins des endroits que j'envisage de mais oui, ça pourrait être quand même une possibilité, t'as raison. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, je pense pas que de toute façon faut arrêter de se casser la tête avec j'étais allée voir justement Tribune 840 la semaine passée. La question de la Tribune était sur la crédibilité de la danse urbaine. C'était super intéressant, puis c'est comme une question qui aurait dû être posée depuis un bon moment parce que c'était comme latent. Là, t'avais la communauté de danse urbaine qui nécessairement était comme confrontée par l'institution en ayant peut-être l'impression de pas être crédible. Pardon. Je m'étouffe dans mes idées. Et là, on discute et tout ça, puis la question est vraiment, est-ce que la danse urbaine est crédible? Puis tout le monde est comme, what? Puis là, moi, j'en ressors juste, est-ce que ma danse en général est crédible? Est-ce que je trouve que ma danse ou est-ce que je trouve que mon propos, au fin fond, est crédible? Puis c'est vraiment à partir de tout ça que je me rends compte que danse buissonnière, c'est souvent des gens qui quittent, qui viennent de terminer une formation, qui sortent de l'école, tu sais, puis je pense que c'est le premier statement que tu fais en tant que non-étudiant, entre guillemets, puis il est quand même important pour ça. Ouais. Mais il n'y a pas d'autre importance après ça pour moi, autre que juste, hey, tu sais, c'est la première fois où vraiment, là, sans personne qui est comme autour de moi en train d'essayer de me dire qu'est-ce que je devrais faire, ben je fais un statement, là, tu sais, je suis toute seule, puis je peux pas rester chez nous, là, jouer aux jeux vidéo ou juste chiller, non, tu sais, je me mets en danger, je propose quelque chose, là, je mets mes tripes à la table, puis je permets au monde de fouiller dedans après, là, tu sais, fait que c'est quand même comme... C'est quand même cool. Comme se mettre à poil sur scène. Ben, c'est se mettre à poil, mais tu sais, philosophiquement, puis là, eux, ils vont le faire littéralement, là. Peut-être que vous allez faire aussi, au final, la dernière soirée, peut-être que tout le monde va être à poil. C'est un vrai 5 à 7 nudiste. En tout cas, on aimerait ça. On veut des invitations. On veut. Mais au niveau de la promotion, c'est vrai que Tangente est vraiment comme a fait un boulot extraordinaire. Puis pour nous, ce qui est important, c'est que vu que c'est une première expérience comme en tant que chorégraphe, tu sais, dans le milieu professionnel, d'avoir vu ce que Tangente comme les outils qu'ils ont utilisés pour la promotion, puis de quoi ils ont besoin. Ils nous demandaient un dossier de presse, une vidéo, des photos. Donc nous, oui, c'est vrai que le travail a été fait par Tangente, mais nous, ça nous permet de voir ce que ça demande pour plus tard. Tu sais, c'est pas juste une opportunité artistique d'aller présenter un show, mais c'est de voir aussi tout ce que ça demande à côté pour plus tard, tu sais, bon ben oui, faut contacter des gens pour venir voir le show, pour faire des critiques, pour des diffuseurs, faut faire une promo flyer, faut faire une promo web, faut faire une promo teaser, faut faire des photos, faire des entrevues, tu sais, juste de venir faire une entrevue radio, tu sais, de savoir booker des entrevues radio, tu sais, ça nous montre tout ce que ça demande autour de seulement, tu sais, la pièce, tu sais, l'idée artistique, tu sais, c'est tout le travail qu'il y a autour. Puis je pense que souvent... Seulement est peut-être pas le bon mot. Ouais, non, non. Mais c'est sûr que nous, en tant que chorégraphe, puis en tant qu'artiste, on veut faire de la scène, on veut créer, mais souvent, on n'a pas idée de ce que ça demande à côté. Puis je pense que ça demande beaucoup au niveau comme temps puis énergie, puis je pense que c'est bien que Tangente nous montre ça aussi, de que tu
sais, là on est un peu materné, mais tu sais plus tard voilà, c'est ça, c'est on en profite, tu sais, on voit ce que ça demande, puis ça ouvre la porte pour plus tard là pour ouais. Vous êtes dans cette aventure-là, mais pas seul. Bien sûr, vous avez des interprètes également qui dansent pour vous. Et est-ce que vous sentez une certaine... En fait, comment vous vivez cette relation-là avec vos interprètes, à qui vous donnez même une grande chance, justement, d'être vu sur scène, de présenter leur travail, d'être vu par des chorégraphes qui pourraient aller les chercher. Alors, cette relation-là envers eux, vous la vivez comment? Est-ce que vous sentez une responsabilité envers eux, d'une certaine façon? Tout dépendant si vous êtes des interprètes dans vos pièces, mais il y a quand même de savoir comment porter aussi deux chapeaux, tu sais. Moi, je travaille avec 4 interprètes. Je vais les nommer. Sébastien Provencher, Anna Roiran, Marika Milani et Marie-Jo Fouché, qui sont 4 personnes de l'UQAM, 4 merveilleuses interprètes. Et en fait, je dois dire que si j'avais pas travaillé avec ces 4 interprètes-là, ma pièce aurait été complètement différente parce que assurément, comme ils ont vraiment une mort en fait propre à chacun d'entre eux, et puis ils m'ont vraiment aidé comme à la développer puis à trouver son essence. Et puis je dirais qu'en fait, moi je vois vraiment pas ça comme je vois vraiment pas ça d'une perspective que c'est moi qui leur donne une plateforme, mais plutôt que c'est eux qui me donnent de leur temps et de leur travail. Je le vois vraiment plus comme que c'est sûr que c'est un échange, mais c'est plus une générosité d'eux envers moi. Après, est-ce que je sens que j'ai une responsabilité envers eux dans la façon que je les montre sur scène? Non, pas nécessairement. Pas dans l'heure où le public va les voir. J'ai une responsabilité envers eux selon comment ils se sentent à l'intérieur de la pièce. Moi, je veux que mes interprètes aiment la pièce, aiment danser dans la pièce. C'est vraiment plate d'être dans un show puis de pas inviter tes amis à venir te voir parce que t'aimes pas ce que tu fais, tu sais. Je veux que... Non, c'est ça, je veux qu'ils supportent la pièce autant que moi. Et puis, je leur demande toujours leur avis, je leur demande s'ils se sentent confortables dans le travail, je leur demande s'ils sentent que ça fonctionne pour eux, les consignes que je leur donne au niveau de l'interprétation, tout ça. Est-ce que eux, ça leur parle? Est-ce que ça leur dit quelque chose? Puis, est-ce qu'ils se sentent à l'aise à l'intérieur de la pièce aussi? Donc, je pense que c'est vraiment un échange. Puis, tu sais, faut pas oublier que eux, c'est du travail bénévole aussi qu'ils font, là. Donc, c'est ça. Ouais, les gens me regardent, mais moi, c'est un solo qui est... je suis mon interprète. Alors, quelle est ta responsabilité envers toi-même, Ariane? Mais je trouve ça drôle parce que là, ça fait comme ça fait quand même plusieurs questions qui tournent soit autour de la promotion ou, tu sais, le fait que c'est un tremplin pour tout ça. Et pour être honnête, là, je pense jamais... Ben, pas je pense jamais à ça, mais... Tu sais, des fois, je passe toute ma journée puis tout ça, puis je repousse le moment où là, je vais faire de la paperasse sur mon ordinateur. Alors souvent, les gens reçoivent des courriels très tard le soir de moi, parce que là, je peux plus repousser ce moment-là. Mais c'est vraiment pas dans mes préoccupations, et je dis pas ça. J'aimerais beaucoup ça, que ça fasse partie, que ça m'intéresse puis que je m'implique là-dedans, mais honnêtement, c'est beaucoup trop de travail, justement. La création, l'interprétation en soi, c'est immense, tu sais. Puis oui, c'est une courte pièce, mais c'est immense. C'est du temps en studio, mais c'est du temps à l'extérieur du studio. C'est des stages, ouais. C'est gros, là, c'est gros. Puis oui, le travail de diffusion puis tout ça, c'est super gros. Puis Tangente ont, oui, une organisation, mais ils ont aussi une réputation puis tout ça qui fait que ça facilite un peu tout ça. Mais honnêtement, personnellement, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui fait du mouvement puis qui est capable d'envoyer des courriels, mais sinon, je suis pas du tout... Je me vois pas du tout comme un rôle administratif. Puis même dans mon rôle administratif, j'aime ça écrire des courriels gentils avec ma signature. J'aime ça rencontrer les gens puis comme leur parler. Puis quand il y a des questions de promotion, j'essaie de jamais voir ça comme ça, puis d'essayer que ça fasse partie de l'acte créatif, tu sais, que ça soit comme un autre pendant de ça. Fait que je suis pas la bonne personne. Y a-tu un moment, je pense qu'on parle plutôt de être chorégraphe ou de soit choisir des interprètes pour interpréter ta pièce. Puis il y a quand même eu une décision que ça soit toi qui représente ta chorégraphie
ton univers, ton processus. Donc, c'est plus cette décision-là. T'as-tu déjà pensé peut-être, tu sais, avoir quelqu'un d'autre qui pourrait faire ta pièce au lieu de toi, ou t'as-tu vraiment senti qu'il fallait absolument que ça soit toi? C'est sûr que la décision de faire un solo, en fait, je le vois pas nécessairement comme le fait de me choisir comme interprète, là. Non, mais c'est vraiment une démarche différente. Puis c'est ça, j'ai déjà créé des pièces avec d'autres interprètes. Puis, mais c'est quelque chose que j'aime en fait dans la création, d'avoir un dialogue entre créer des pièces avec des interprètes puis créer des solos. Les deux représentent des difficultés puis des avantages différents, mais font évoluer le travail puis la réflexion d'une façon différente. Pour ce projet-là, pourquoi ça a été instinctivement un solo, puis pour moi, parce que ça partait d'une recherche qui était vraiment très très personnelle, puis qu'il y avait tellement de questions que j'étais pas prête à aller vers des interprètes. Tu sais, quand tu rentres en dialogue avec un interprète, je pense que c'est important que tu aies déjà un univers, tu sais, pour nourrir, pour échanger, quelque chose sur quoi s'appuyer. Puis là, c'était tellement... je voulais tellement que ce soit une recherche de base, puis d'être très, très, très libre dans les horaires, dans le temps, puis même pas de diffusion au début, tu sais, que ça s'est un peu imposé. Puis après, ça a bien évolué là-dedans. Mais c'est un projet en même temps que, là, au stade où je suis rendue, je suis un peu en questionnement de... Est-ce que si je poursuis le projet, par exemple, après Danse buissonnière, est-ce que ça va devenir une pièce avec d'autres personnes? Est-ce que quelqu'un d'autre qui pourrait prendre mon rôle, ou est-ce que je le vois vraiment... je vois vraiment des portes ouvertes dans ces directions-là, en fait. Ouais. Donc pour continuer en fait sur cette lancée-là de qu'est-ce qui vient après, j'aimerais entendre un peu parler de, même si le spectacle n'a pas été présenté encore, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Est-ce que vous avez déjà une vue sur le projet, ce qui s'en vient après? Donc c'est ça, c'est une question ouverte que je lance. Alexandre, je pense que pour ma part, je suis clairement en ce moment en réaction vis-à-vis quelque chose. Donc, j'ai pas répondu tantôt à la question au niveau des interprètes parce que je pense que toutes les définitions pour moi viennent d'éclater, là. Fait que c'est un moment, en ce moment, artistiquement, qui est complètement fabuleux parce que c'est comme si tout redevenait possible, mais où je suis en train de ramasser des morceaux, là, au sol. Donc, je me rends compte que ouais, je pense que ce que j'envisage pour la suite, c'est vraiment de collaborer avec des gens pour qui c'est pas nécessairement un choix en rapport, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, être dans le domaine artistique, mais vraiment, c'est nécessaire pour moi de le faire, et même c'est urgent. Parce que, tu sais, on parle de promotion, on parle du fait que c'est quand même un processus qui est difficile, qui est prenant. Je sais pas, vous pourrez me dire, là, mais moi, c'est comme, il arrive un moment où vraiment, là, je pense tout le temps à ça. Je suis complètement envahie par ce projet-là. Il m'habite comme, je le porte, là, tu sais. Fait que je me dis, tu sais, c'est tellement coûteux que il faut que ça soit nécessaire. Donc, ouais, fait que j'envisage vraiment de peut-être me réapproprier ça. Peut-être j'ai pas su attendre de mieux me connaître en tant qu'artiste avant de faire rebondir ça sur des interprètes. Donc, j'ai vraiment eu la chance de travailler avec 4 personnes qui sont comme d'une patience et d'une écoute et d'une générosité super. C'est des très bons amis à moi, donc nécessairement les réflexions rebondissaient bien, mais là, je me rends compte qu'il y a des choses qui m'appartiennent vraiment personnellement que je pourrais investiguer bien avant de penser d'essayer de faire rebondir ça sur des gens. Puis peut-être envisager plus des collaborations entre artistes plutôt qu'un rapport chorégraphe-interprète. Moi, c'est marrant, ça me fait penser à quelque chose au niveau de la promotion. Je viens de me rendre compte que nous, on est 2. Puis je me mets à la place à votre place, puis si j'avais été seul chorégraphe avec mon projet, toute cette
plusieurs interprètes, puis de devoir présenter quelque chose, je pense que je l'aurais vraiment abordé différemment. Tu sais, le stress d'avoir des interprètes, de vouloir présenter quelque chose de bon pour soi-même, mais pour ses interprètes aussi. Je pense que le côté administratif serait trop overwhelming, tu sais, comme ce serait trop, puis je pense que je l'aurais mis de côté. Il y a une facilité aussi d'être à plusieurs, à collaborer, je pense aussi, comme avec plusieurs personnes, de déléguer, tu sais, un peu les tâches, puis je pense que c'est pour ça que nous on s'est permis d'en profiter, d'être deux, puis d'aller un peu plus loin. Puis mais pour répondre à la question de où on aimerait s'en aller, mais moi personnellement je vois ça comme une continuité depuis 1 an et demi. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on collabore, puis je vois vraiment ce duo comme, je le vois comme continuer, mais pas nécessairement dans la nudité, mais le duo, puis l'amener où, tu sais, essayer de, je pense que on a déjà discuté de certains sujets qu'on aimerait aborder, dont l'argent dans le milieu de la danse. Ouais. Donc, tu sais, ce serait, pareil, tu sais, on se pose des questions, on passe du temps ensemble juste à discuter de c'est quoi aujourd'hui le milieu de la danse, c'est quoi qui nous fait peur, c'est quoi que ça demande, puis d'essayer de voir comment on pourrait apporter ces problèmes, pas nécessairement problèmes, mais ces sujets-là sur scène. Puis ça, c'est une envie personnelle de faire évoluer le duo à travers des questionnements comme ça. C'est Julia qui parle. Pour répondre à la question, pour la pièce vraiment que je présentais en tangente, en fait, j'ai eu la chance aussi d'être sélectionnée pour un festival interuniversitaire à Lyon. Puis je vais partir là-bas avec 2 autres pièces aussi de l'UQAM. Donc on va aller présenter la pièce à Lyon. Donc ça, c'est vraiment super. Pour ce qui est de la suite, en général, j'essaye en fait de me donner le plus d'opportunités possible de créer. Parce que personnellement, je trouve que la création, en fait, je trouve que ça fait peur. Je trouve que ça fait peur de commencer un nouveau projet. Un projet, je trouve que c'est toute une aventure, puis je trouve que c'est facile, ce serait facile, disons, de m'asseoir sur Danse Buissonnière puis d'attendre qu'une opportunité arrive. Mais je crois qu'il faut pas faire ça. Donc je me suis lancé des défis. En fait, j'ai soumis au Fringe, puis je vais essayer de créer une pièce plus longue, en fait, un 30 à 45 minutes. Donc ça va vraiment être mon défi de l'année, là. Puis je vous en parle, puis je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et puis sinon, je me suis aussi lancé le défi de retravailler mon solo de fin de deck, qui est un solo avec une chaise roulante, que je vais faire à Bouge d'ici en janvier. Donc ça s'en vient vite, là. Tu sais, travailler sur les deux en même temps, c'est un peu rushant, mais c'est super nourrissant aussi. Et donc pour la suite, c'est vraiment ça, d'essayer de ne pas arrêter de créer, puis de me donner le plus d'opportunités possible de continuer à faire ce que je fais. Ouais, c'est ça, j'avais répondu un petit peu. Je peux peut-être continuer. Juste dire que c'est vrai qu'il y a des projets où tu vois la fin ou la présentation, puis après t'as le goût de tourner la page puis de faire autre chose. Puis avec ce projet-là, j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose dans la continuité. Je sais pas quelle forme encore ça va prendre. Je pense qu'il va y avoir probablement une remise en question après cette présentation-là, mais c'est sûr que ça va s'inscrire plus dans la continuité. Donc, c'était les chorégraphes qui vont présenter à cette édition de Danse Buissonnière, qui va être présentée le 12, 13, 14 décembre à 19h30 et le 15 décembre à 16h au Monument National. Donc, tout le monde qui présente, merci beaucoup. Je vais rappeler les noms, en fait. Donc, on avait Julia Barrette-Laperrière qui présente 4 morts, Alexandre Boucher qui présente Simon Says, Claudia Tchentak et Louis-Élian Martin qui présentent Tout nu, tout cru, 5 à 7 nudistes, 2 danseurs qui voulaient faire du nu, et Ariane Dubé-Lavigne qui présente Se bercer dans la vase. Donc, tout le monde, merci énormément d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci à vous. On s'apprête à écouter un buffet musical et sonore avec divers extraits tirés des pièces de nos artistes invités d'aujourd'hui. Donc, je vais vous demander de mentionner ce qui va être présenté pour tous ceux qui ont quelque chose à écouter. Alexandre? Moi, c'est une toune de hip-hop.
Et le nom de la tune, ce serait? Je pense que je sais même pas, écoute, c'est ça fait 2 semaines qu'on est comme en processus. Ça a émergé à un moment donné, je sais pas, je saurais pas te dire. Là. Donc du gros hip-hop sale. Du gros hip-hop sale. Puis nous, c'est une musique de 5 à 7. Lounge. Disco. Spécifiquement pour nudistes? Oui. Parfait, on écoute ça. Get the fuck up. Simon says, get the fuck up. Throw your hands in the sky. Weezer's in the back, sipping yak. Yo, what's up? Girls, rub on your titties. Yeah, I said it, rub on your titties. New York City gritty committee, pity the fool that act shitty in the midst of the calm, the witty. Y'all know the name. Pharaoh fucking March ain't a damn thing changed. You all up in your range of shit, inebriated. Straight from your original plan, you deviated. I alleviated the pain with long-term goals. Flip my underground loop without the gold. You so fat around the world, I so wood in the hood. But when I'm in the street and shit, it's all good. Assume the motivated boom, control the game like boom. Raider rock, clock, dollars flip, tips like a way to block shots. Styles way to let my lyrics annoy. If you holding up the wall and you're missing the point. Get the fuck up. Simon says, get the fuck up. Put your hands to the sky. Brooklyn in the back shooting crash now. What's up? Girlies, rub on your titties. Yeah. Fuck it, I said, rub on your titties. New York City gritty committee, pity the fool that act shitty in the midst of the calm, the witty. Yo, where you at? Uptown, let me see 'em. Notorious for the 6'5s and the BMs. Heads give you beef, you put 'em in the mausoleum. And shit don't start rumping till after 12 p.m. Ignorant minds are free 'em. If you tired of the same old every day, you will agree 'em. The most obligated, hard and R-rated. Slated to be the best, I must confess the star made it. Somebody even say the song is sexist, cause I ask the girls to rub on the breasts. Whether you're riding a train or a Lexus, this is for either or rollies or Timex. This is wicked like Exorcist, this is the joint. You holding up the wall and you're missing the point. Get the fuck up. Simon says, get the fuck up. Throw your hands in the sky. The brothers in the back shooting traps now, what's up? Girls, rub on your titties. Yeah. I said, rub on your titties. New York City gritty committee, pity the fool that act shitty in the midst of the calm, the witty. New Jerusalem, get the fuck up. Shaolin, get the fuck up. Long Isle, get the fuck up. Worldwide, get the fuck up.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.